Salut tout le monde. En traînant sur les réseaux sociaux, je me rends compte que les notions de droite et de gauche en politique, c'est vraiment pas clair pour tout le monde. J'imagine qu'il y a une part de démagogie dans le lot, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont sincères dans leur ignorance ou leur rejet de la classification. Alors, pour essayer de remédier un peu à ça, je me suis dit que j'allais créer une petite série dans laquelle je vais m'amuser à décortiquer des conflits politiques issus d'œuvres de fiction, comme par exemple l'élection du commandant de la garde de nuit dans Game of Thrones ou l'arrivée au pouvoir de Palpatine dans l'univers de Star Wars, histoire d'essayer de comprendre qui est de gauche et qui est de droite dans ces contextes imaginaires. En gros, une série dans laquelle je vais vous parler des subtilités de cette classification grâce à des œuvres issues de la pop culture, histoire que ce soit un peu fun à écouter. Mais avant de passer à la fiction, je voulais faire une petite introduction afin d'être au clair sur ce qu'on entend par l'axe gauche-droite en politique dans le monde réel. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont les définitions de tout ça et surtout à quoi ça sert en fait. Et donc, l'axe gauche-droite en sciences politiques, c'est tout simplement une façon de catégoriser les forces politiques en lutte pour l'exercice du pouvoir dans un espace politique donné, en fonction du projet de société qu'elles défendent au travers de leurs discours et de leurs décisions politiques, dont l'objectif est de prédire les alliances potentielles entre ces différentes forces dans cette lutte. Bon, balancé comme ça, c'est peut-être pas forcément très clair. Alors je vais prendre le temps d'expliquer tout ça plus en détail, en commençant par le commencement. À l'origine, les notions de gauche et de droite, ça viendrait de la Révolution française. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et peu importe si c'est vrai ou pas, puisque l'histoire qu'on raconte à ce sujet permet bien de comprendre de quoi on parle. Pour la faire courte, à un moment pendant la Révolution, pour compter les voix, il a fallu départager physiquement les gens dans une salle, en mettant d'un côté les gens qui voulaient soutenir le roi Louis XVI et les pouvoirs dont il disposait, et de l'autre ceux qui, au contraire, voulaient plutôt lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Eh bien, l'histoire qu'on raconte veut qu'à ce moment-là, les soutiens du roi se sont placés à la droite du roi et que ses opposants se sont placés à sa gauche. Puis, à partir de là, ce serait devenu la tradition que dans une assemblée, les soutiens du pouvoir en place se mettent à droite, alors que l'opposition se met à gauche, et pas seulement en France. Et du coup, on se retrouve avec une droite et une gauche. Et comme les gens à droite dans une assemblée soutiennent le pouvoir en place, on les appelle communément les conservateurs, parce qu'ils veulent conserver ce qui existe déjà en gros. Et les gens qui se mettent à gauche, qui veulent un changement qu'ils estiment être pour le mieux, on les appelle donc les progressistes, parce que les réformes qu'ils proposent se veulent d'être un progrès par rapport à ce qui existe. Et donc, premièrement, vous voyez que les concepts de gauche et de droite n'ont de sens que par rapport à un contexte précis. En effet, si la droite consiste à soutenir le pouvoir en place, pour savoir qui est de droite dans une lutte de pouvoir, il faut d'abord se poser la question suivante, c'est quoi le pouvoir en place? Si le pouvoir, c'est un roi absolu, alors être de droite, c'est soutenir la monarchie absolue. Si le pouvoir, c'est une république capitaliste, alors être de droite, c'est soutenir la république et le capitalisme. Et je sais que ça va être assez contre-intuitif pour pas mal de monde, mais si le pouvoir en place, c'est un conglomérat d'assemblées populaires autogérées, alors être de droite, c'est soutenir l'autogestion. Oui, oui, j'insiste là-dessus, si c'est la réalité du contexte politique analysé, alors l'autogestion, c'est de droite. C'est juste que, à ma connaissance, c'est pas hyper courant comme situation, alors ça fait un peu bizarre. Pourtant, c'est un phénomène bien réel et essentiel pour comprendre l'axe gauche-droite. Mais quand la gauche gagne la lutte politique et parvient à appliquer ses réformes, elle devient de facto la droite. Et on va voir que ça fonctionne aussi pour toutes les autres catégories dont on n'a pas encore parlé. Le meilleur exemple de ça, c'est justement la transition qui s'est opérée pendant la Révolution française. Il y avait une monarchie absolue qui donnait le pouvoir au clergé et aux nobles, mais la bourgeoisie en était exclue malgré son influence grandissante dans la société. Celle-ci a donc souhaité réformer le pouvoir en place pour être incluse au sein de celui-ci. Ça a donné la Révolution. La bourgeoisie a gagné, instauré ses réformes les unes après les autres, et la France est devenue une république bourgeoise.
Et aujourd'hui, on constate bien qu'être de droite, c'est défendre les patrons d'entreprise, les actionnaires, la démocratie représentative, la République. Toutes sortes de concepts qui étaient clairement de gauche sous Louis XVI. Bref, la gauche de l'époque est devenue la droite d'aujourd'hui, et c'est un processus qui arrive régulièrement. Mais alors, du coup, se pose une question. Si les opposants au pouvoir politique en place se situent à gauche de l'échiquier politique dans cette catégorisation, est-ce que ça veut dire que les royalistes aujourd'hui, qui s'opposent donc à la démocratie représentative, à la République, sont de gauche? Non, bien évidemment. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est la gauche. C'est pas juste une question d'opposition au pouvoir en place. Pour reprendre la petite histoire avec Louis XVI, il y avait aussi dans la salle des gens qui voulaient que le roi ait encore plus de pouvoir qu'il en avait à l'époque, et donc qui étaient opposés à la situation politique en place. Eh bien, ces gens se sont aussi placés à sa droite, parce que la question était de savoir s'il fallait diminuer ou pas les pouvoirs du roi actuel, et que de leur côté, il ne fallait surtout pas les diminuer, mais au contraire les renforcer. Ceux qui se sont mis à gauche, c'étaient bien ceux qui voulaient diminuer les pouvoirs du roi, c'est-à-dire casser le système en place pour aller vers moins de concentration des pouvoirs et donc vers plus d'égalité et moins de hiérarchie. Et en fait, c'est ça l'opposition de gauche. C'est une opposition qui souhaite aller vers plus d'égalité par rapport à ce qui existe dans le contexte en question. Si on regarde les partis de gauche en France aujourd'hui, comme par exemple la France insoumise, on voit bien que son programme consiste effectivement à répartir les richesses des capitalistes, à créer des organes étatiques de solidarité qui incluent tout le monde, et même à réformer les institutions de la République pour aboutir à moins de pouvoir présidentiel. Il s'agit donc bien d'un programme qui cherche à aller vers plus d'égalité entre les individus qui composent la société. A l'inverse, le projet des royalistes est plutôt de renforcer les hiérarchies en place, en anoblissant des capitalistes puissants, en remplaçant le président par un roi avec encore plus de pouvoir, etc. C'est donc pas du tout une question d'aller vers plus d'égalité, mais au contraire un projet politique qui veut renforcer les hiérarchies sociales, voire les rendre totalement immuables, impossible à faire évoluer légalement, avec une frontière infranchissable entre ceux qui peuvent gouverner et les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on classe les partis royalistes carrément à l'extrême droite actuellement. Car oui, l'extrême droite et l'extrême gauche sont des catégories réelles, qui ont un sens politique précis et dont on constate bien l'existence dans notre monde. Évidemment, l'extrême droite fait partie des forces de droite, tandis que l'extrême gauche fait partie des forces de gauche. Il y a donc toujours dans l'extrême droite la notion d'au moins soutenir le pouvoir, les hiérarchies en place, et toujours dans l'extrême gauche la volonté de les détricoter pour aller vers plus d'égalité. Mais la question qui se pose, c'est évidemment où se situe la limite entre les deux, entre la droite et l'extrême droite, entre la gauche et l'extrême gauche. Et la réponse que je donne moi à cette question, et attention, ça ne fait pas forcément consensus en sciences politiques, parce qu'il n'en existe pas encore en fait, même si ça reste dans les faits très proche des différentes théories qui circulent, c'est qu'on peut parler d'extrême à partir du moment où le projet politique se veut, comme dans le cas des royalistes, immuable une fois appliqué. En gros, l'idée c'est que, dans la théorie, une fois l'extrême droite ou l'extrême gauche au pouvoir, il ne serait plus possible, par principe, de changer de système en place. Spoiler alerte, ce n'est évidemment jamais le cas dans les faits, mais c'est tout de même le projet politique dans l'idée. Et du coup, à droite, rendre le pouvoir en place, la hiérarchie sociale en place immuable, ça passe par la mise en place légale d'une essentialisation des hiérarchies sociales. En gros, le concept, c'est pas juste d'avoir des lois qui permettent l'existence de classes sociales qui dominent les autres, mais de faire des lois qui rendent impossible de passer d'une classe sociale à l'autre, de s'élever dans la hiérarchie sociale. Le plus souvent en forçant les individus à rester dans la catégorie sociale qu'on leur a attribuée à la naissance. Ça passe par empêcher les anoblissements dans une monarchie, par empêcher le changement de genre à l'état civil, par empêcher la naturalisation des étrangers, par empêcher les femmes d'accéder à tel ou tel espace ou à telle activité, empêcher les mariages mixtes, etc. Voire carrément exterminer certaines catégories sociales défavorisées.
À l'inverse, à gauche, puisqu'il s'agit d'aller vers plus d'égalité, avoir un projet politique qui rend ce processus immuable, ça consiste tout simplement à avoir un projet politique qui veut abolir absolument toutes les hiérarchies sociales et créer un monde parfaitement égalitaire où tous les individus disposent des mêmes droits, du même niveau de vie, de la même influence politique, etc. Et donc, si je résume les définitions que je viens de décrire, ça donne ça. La droite, c'est l'ensemble des forces politiques qui, dans un contexte donné, soutiennent ou veulent renforcer les hiérarchies sociales en place dans ce contexte. L'extrême droite, c'est l'ensemble des forces politiques qui, dans un contexte donné, souhaitent renforcer les hiérarchies sociales en les rendant immuables par l'essentialisation des individus. La gauche, c'est l'ensemble des forces politiques qui, dans un contexte donné, veulent réduire les hiérarchies sociales en place dans ce contexte. Et l'extrême gauche, c'est l'ensemble des forces politiques qui, dans un contexte donné, veulent abolir toutes les hiérarchies sociales en place dans ce contexte. Mais du coup, le centre dans tout ça, eh bien, ça n'existe pas vraiment. Ou plutôt, ça n'a pas de définition dans la théorie de l'axe gauche-droite. Dans les faits, cependant, quand on classe les différentes forces politiques d'un contexte donné sur cet axe, on se rend bien compte que les catégories que je viens de définir ne sont pas du tout aussi absolues que ça, et qu'au sein de chacune de ces catégories, on peut en fait classer les différentes forces politiques de gauche à droite. Par exemple, un parti qui ne veut rien changer à la situation actuelle est moins à droite qu'un parti qui veut renforcer le pouvoir des patrons sur leurs employés. De la même manière, un parti qui lutte contre le racisme et le patriarcat mais pas contre le capitalisme est moins à gauche qu'un parti qui lutterait contre les trois. Et donc, à partir du moment où vous avez des forces politiques qui se retrouvent à la gauche de la droite et d'autres qui sont à la droite de la gauche, la limite entre les deux devient parfois assez floue et leur catégorisation difficile. Et c'est précisément ces forces politiques-là, dont le projet politique se trouve à la jonction entre la gauche et la droite, qu'on va catégoriser comme appartenant au centre. Évidemment, on observe le même phénomène à la jonction entre la droite et l'extrême droite et à la jonction entre la gauche et l'extrême gauche. Mais dans les deux cas, les forces politiques restent de droite ou de gauche quoi qu'il arrive. En revanche, puisqu'il s'agit d'un axe, il n'y a absolument aucune jonction entre la droite et l'extrême gauche, entre la gauche et l'extrême droite, et encore moins entre l'extrême droite et l'extrême gauche. De fait, il n'y a aucune hésitation possible de catégorisation entre une force politique qui veut essentialiser les hiérarchies sociales et une autre qui veut toutes les abolir. Si qui que ce soit veut faire des parallèles entre les deux, soit cette personne est en train de se moquer de vous, soit elle n'a décidément rien compris à l'affaire. Il n'y a pas plus opposé que ces deux camps-là dans les faits. Néanmoins, c'est une rhétorique qui existe souvent au sein des forces politiques du grand centre, c'est-à-dire de l'ensemble des forces qui ne sont pas d'extrême droite ou d'extrême gauche et qui se retrouvent donc de facto au centre de l'axe gauche-droite par rapport aux 10 extrêmes. Afin de décrédibiliser les deux catégories d'un coup, puisque l'extrême gauche passe son temps à expliquer que l'extrême droite c'est le mal absolu et que l'extrême droite passe son temps à expliquer que l'extrême gauche c'est le mal absolu, lancer l'idée que les deux se ressemblent en fait revient à dire que tout ce que l'un rapproche à l'autre est aussi vrai pour lui-même. Et si c'est assez efficace pour discréditer ses adversaires politiques quand on fait partie de ce grand centre, ça n'en reste pas moins faux dans les faits. Jamais on ne verra l'extrême gauche s'allier avec l'extrême droite pour gouverner. Parce que oui, en fait, si vous vous demandez à quoi ça sert de classer les forces politiques sur un axe gauche-droite, eh bien sachez que ça sert à ça. À prédire et comprendre les alliances entre forces politiques. En gros, quand on observe une lutte politique dans un contexte donné, on remarque que les forces politiques font des alliances avant tout et surtout avec les forces politiques qui leur sont voisines sur l'axe gauche-droite. Plus les forces politiques sont classées proches les unes des autres sur cet axe, plus elles sont susceptibles de s'allier. Plus elles sont éloignées les unes des autres, plus c'est improbable. Surtout si les forces politiques qui se trouvent entre les deux sur l'axe ne participent pas à l'alliance. Ainsi, la droite s'allie avec la droite préférentiellement, puis avec l'extrême droite ou la gauche, mais jamais avec l'extrême gauche.
De la même manière, la gauche s'allie avec la gauche d'abord, puis avec l'extrême gauche ou la droite, mais jamais avec l'extrême droite. Et évidemment, l'extrême droite s'allie d'abord avec l'extrême droite, puis avec la droite, alors que l'extrême gauche s'allie d'abord avec l'extrême gauche, puis avec la gauche. Et comme je l'ai déjà dit, il n'existe pas d'exemple d'alliance pour gouverner entre l'extrême droite et la gauche, ou entre l'extrême gauche et la droite. Parce que oui, attention, je parle bien d'alliance pour gouverner ici, c'est-à-dire de forces politiques qui, malgré leurs différences de projets politiques, s'accordent sur un programme commun afin d'exercer le pouvoir ensemble. Il ne s'agit pas du tout de dire que si l'extrême droite et l'extrême gauche votent pour la même loi à un instant T pour des raisons différentes, elles se sont alliées pour autant. On peut imaginer, par exemple, sur la question du nucléaire, que les nationalistes d'extrême droite votent pour son maintien parce que c'est la fierté nationale et que des écologistes classés à l'extrême gauche votent aussi pour son maintien parce que l'urgence climatique exige des énergies peu émettrices de gaz à effet de serre. Oui, sur le vote en question, les deux forces auront bien voté ensemble, mais sans avoir à s'allier et surtout pour des raisons intrinsèques très différentes. Tout comme les deux forces peuvent avoir un intérêt à faire tomber un gouvernement en place, elles ne le font clairement pas pour gouverner ensemble par la suite, bien au contraire. Et donc voilà, l'axe gauche-droite, ça sert à ça, classer les différentes forces politiques en lutte pour l'exercice du pouvoir dans un contexte politique donné, en fonction du projet de société qu'elles défendent, afin de prédire et de comprendre les alliances entre ces forces politiques dans cette lutte pour le pouvoir. Mais ce qui est vraiment surprenant avec cette catégorisation, c'est que ça a beau être une catégorisation moderne, dont on peut situer la naissance historiquement, eh bien il s'avère que, jusqu'à preuve du contraire, elle est pertinente dans tous les contextes, qu'ils soient passés, présents ou même futurs, et même dans des contextes politiques où la notion de droite et de gauche n'existe pas. Par exemple, le conflit entre les patriciens et les plébéiens aux prémices de la République romaine, eh bien, je peux vous dire que les patriciens étaient de droite et que les plébéiens étaient de gauche. La réforme protestante, eh bien, globalement, les protestants étaient de gauche et les catholiques étaient de droite. Et on peut le faire pour tous les contextes. Voir quelle force politique répond à quelle définition, les placer sur un axe gauche-droite et constater qu'ensuite, effectivement, les forces politiques s'allient préférentiellement avec celles qui sont proches d'elles sur cet axe et s'opposent à celles qui sont éloignées sur cet axe. Vous pouvez faire l'exercice vous-même si ça vous dit. À ma connaissance, ça fonctionne à tous les coups. Et ça veut dire que, peu importe le programme concret d'une force politique, c'est son positionnement par rapport aux hiérarchies sociales en place qui va être le critère le plus déterminant dans le choix de ces alliances que tous les autres critères qu'on pourrait imaginer. Le fait d'avoir des idées ponctuelles en commun, de partager une religion commune, de faire partie de la même famille, de la même classe sociale, tout ça a moins d'importance dans le choix des alliances, ou alors c'est totalement corrélé au positionnement par rapport à la hiérarchie sociale. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes riches, issues de minorités oppressées, qui vont préférer s'allier avec des partis de droite, voire de droite dure, plutôt que des partis qui luttent activement contre l'oppression qu'ils ou elles subissent, précisément parce que ces personnes pensent que la hiérarchie sociale est justifiée, vu qu'elle les rend riches et que le reste est finalement secondaire. Bref, retenez bien ça. Il y a toujours un axe gauche-droite, et on peut toujours situer chaque force politique en fonction de son projet politique sur cet axe. Et ça permettra toujours de prédire et de comprendre plus efficacement les alliances de gouvernement entre ces forces politiques que tous les autres critères auxquels vous pouvez penser. Et si quiconque vous dit le contraire, vous dit que ça ne marche pas, que c'est dépassé, qu'il faut s'entendre au-delà des clivages ou je ne sais quoi encore, alors c'est soit que cette personne n'est pas bien informée, ne comprend pas ces concepts et cette théorie, qui est pourtant validée par les faits à ma connaissance, ou alors qu'elle essaie carrément de vous la mettre à l'envers. Et bien sûr, ça vaut pour notre réalité à nous. Mais ce qu'il y a de cool avec la fiction, c'est qu'on peut écrire n'importe quoi, y compris des conflits politiques qui ne ressemblent à rien de connu, où la notion de droite et de gauche n'a même plus de sens. Du moins en théorie. Alors, pour savoir si c'est le cas, sachez que c'est exactement ce que je vais essayer de faire dans les épisodes suivants,
en analysant des conflits politiques fictifs au travers du prisme de l'axe gauche-droite, comme si c'était de vrais conflits politiques existants, et voir si ça colle. Et pareil, si vous n'avez pas encore bien compris tout ce que je viens de raconter, analyser des conflits au travers de la fiction devrait vous aider à mieux comprendre tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager cet épisode d'introduction à toutes les personnes qui n'y comprennent rien ou refusent de comprendre, et dites-moi en commentaire quelles œuvres vous souhaiteriez que j'analyse, ou si Luke Skywalker est de gauche ou de droite selon vous. Spoiler, il est de gauche. A plus!